Bon, c'est historique, évidemment, ce qui va se dérouler demain. Le président français, Emmanuel Macron, a plutôt bien fait de recevoir Nicolas Sarkozy. Alors, on sent qu'il il est très précautionneux. Je rappelle l'indépendance de la justice. Mais humainement, évidemment, que c'est une bonne chose qu'il l'ait reçu, Éric Tegner. C'est le minimum, et il se dit très certainement que le prochain président qui aura peut-être ce type de sort, ça sera lui. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Nicolas Sarkozy, c'est pas la fin d'un processus, c'est le début d'un processus. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui un système judiciaire qui est en train de se raidir. Parce qu'avec cette question de l'exécution provisoire, très concrète, qui fait que dès demain matin, Nicolas Sarkozy sera en prison, évidemment, on pense à la même exécution provisoire qui touche Marine Le Pen et qui la rend de facto inéligible, même si les choses pourraient changer dans les mois prochains. Donc c'est ça, évidemment, qu'Emmanuel Macron est obligé de se positionner, parce qu'aujourd'hui, un président de la République est protégé lorsqu'il est en exercice, mais pas après. Alors, en fait, si je fais un peu le résumé et que je grossis un peu ce que vous dites, Éric, c'est-à-dire que maintenant les juges décident qui peut se présenter et donc qui peut être président. Bien sûr. Et une fois que vous l'avez été, peuvent vous mettre en prison. Voilà. Donc c'est eux qui font les candidats. Et Georges, après le passage à l'Élysée, si vous avez dit pourquoi pas que les magistrats étaient des petits pois, si vous avez essayé de supprimer le juge d'instruction, de remuer un peu la magistrature, si vous avez été un opposant au syndicat de la magistrature, là, vous pouvez vous retrouver en grande difficulté après avoir quitté le pouvoir. Vous me mettez à la place de Louis Sarkozy, il vient d'apprendre que son père est condamné à 5 ans de prison, qu'il ira, quoi qu'il arrive, avec le mandat de dépôt et l'exécution provisoire, et alors qu'il ne dit rien, jusqu'à son siège dans la voiture, on lui met le micro devant. Le bracelet électronique de Nicolas Sarkozy, quand il terminait son footing, on se souvient comment ils essayaient de filmer, mais ça me fait penser également au moment de l'enterrement de Jean-Marie Le Pen, comment cette même chaîne d'infos quand même avait limite poussé la porte de Jeannie Le Pen, mais le pied entre la porte pour la bloquer, et tenté de l'interviewer pour avoir sa réaction. Et on sentait que cette dame âgée était d'une certaine façon obligée de leur répondre. C'était totalement il y a une journaliste qui avait, contre la volonté de la famille, qui était allée dans l'église pour la mort de Jean-Marie Le Pen. Alors c'est Le Monde. Oui, non, mais je veux dire, c'est aussi une corporation à un moment donné. Sur Carla, oui, tous les coups ne sont pas permis, et ce sont les mêmes qui font les leçons. Voilà. Eric. Mais moi, ce qui me sidère, c'est les critiques sur ce rassemblement. Alors, je vais vous dire, on est quand même dans un pays où tous les samedis, vous avez le droit à avoir des clandestins place de la Bastille, c'est-à-dire des gens irréguliers qui peuvent faire des grands rassemblements. Ça, il n'y a pas de problème. Alors que normalement, ça devrait être l'endroit où les policiers devraient venir et se dire, tiens, vu qu'ils se rassemblent, on va les prendre, on va les mettre en prison et les expulser, les renvoyer dans leur pays. Donc tous les samedis, on a le droit à ça. Tous les week-ends, depuis près de 2 ans maintenant, on a absolument tous les islamistes de France qui se réunissent, qui à grand renfort de sonorisation, qui sont évidemment, qui font des violences parfois. Ça, la place de la République qui est saccagée. Ça c'est sûr. De toute façon, on a également donc tous ces punks à chiens, ces gens en 8-6, ces personnes bobos qui sortent de 8 ans de sociaux, qui sont habillés en Sarwell. Eux, il n'y a pas de problème. En revanche, d'avoir 3 jeunes qui se disent à un moment, on va se rassembler dans le 16e arrondissement, on va se rassembler calmement pour d'une certaine façon dire au revoir à notre père. Alors ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Mais c'est toujours la même chose. Ils considèrent, ces gens-là, que la rue, l'indignation, le fait de pouvoir dénoncer quelque chose, eh bien, c'est un privilège rouge. Et que nous, on n'aurait pas le droit de le faire. Oui, mais Rachel. C'est la notion de fraternité qui est un problème pour ces personnes. La fraternité, non seulement de notre devise républicaine, mais la fraternité entre ces 3 frères qui soutiennent leur père. Et en fait, tout ce qui est sacré et qui relève de la famille, ils crachent dessus parce qu'ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de hiérarchie des choses, ils n'ont pas de sens. Ça, c'est très juste ce que vous dites. La famille. Oui. La famille, c'est ça qui est rejeté. Le clan, la famille, la solidarité entre 3 fils et leur père, la filiation. On a vu de la manière dont on s'en prenait à l'héritage la semaine dernière. Ça, c'est pas des valeurs qu'ils portent en bandoulière, ça c'est certain. Mais c'est comme la loyauté de Gérald Darmanin. Tout à l'heure, Yohann Usaï parlait effectivement des députés LFI qui vont visiter les terroristes. Ça les dérangeait pas quand Éric Dupond-Moretti faisait comme première action en tant que garde des Sceaux une visite de criminels et était applaudi par ces mêmes criminels. Dans ce genre de cas, c'est la même chose. Ça ne dérange personne. Il est combatif et il a raison de l'être, puisqu'en appel, je suis certain qu'il sera relaxé. Il est envoyé en prison sur la base de supputation. C'est pas équitable. C'est peut-être légal, mais c'est pas équitable. Et dans la justice, il faut aussi de l'équité. Envoyer un président de la République en prison sans preuve, ce n'est pas équitable et c'est une blessure à la France.
Vous voulez ajouter un mot, Éric Tegner ? Oui, pour ceux qui aujourd'hui sont pas forcément surpris à ce qui arrive à Nicolas Sarkozy, il faut comprendre la gravité de ce qui est en train de se passer. Ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'on empêche une candidate à la présidentielle d'être candidate, puis une fois qu'une personne a été élue, potentiellement de le mettre en prison. Vous savez, il y a une sorte de précédent déjà et on l'oublie. Ce précédent, c'est Matteo Salvini. En 2019, il avait demandé en tant que ministre de l'Intérieur, il y avait eu un bateau, l'Open Arms, qui venait d'une ONG et qui venait avec des migrants. Et il avait interdit le fait que ces migrants débarquent dans le port de Palerme. Qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il était ministre de l'Intérieur ? Les juges l'ont poursuivi, ils ont requis 6 ans de prison. 6 ans de prison parce qu'il l'accusait de séquestration. Et aujourd'hui, il y a eu un appel, donc il y a une possibilité que Matteo Salvini finisse en prison. Ce que je veux dire par là, c'est que ça dépasse le cas de Nicolas Sarkozy. On est avec un système judiciaire aujourd'hui qui donne quitus demain si une autre personnalité de la droite arrivait au pouvoir. Il devra avoir dans le coin de sa tête le fait qu'un jour on puisse le mettre en prison et à gauche il devra avoir des avocats. Et leur butin, 8 bijoux d'une valeur inestimable pour le patrimoine français. Oui, mais ce qui se passe au musée du Louvre, c'est passionnant parce que c'est la même chose qui se passe en France. Quand vous allez au musée du Louvre avec votre famille, il y a 250 contrôles, etc. Ça prend du temps, du coup il y a une file d'attente immense. Mais dans le même temps, ils sont incapables juste de contrôler les fenêtres et d'installer des caméras. C'est ça en permanence. Mais je vais vous dire, évidemment qu'on est la risée des médias internationaux depuis plusieurs mois. Les médias américains, ils ont dû créer une rubrique France parce que c'est quotidien aujourd'hui. À chaque fois, c'est-à-dire que là-dessus, forcément, ça doit cliquer, ça doit vendre. Parce qu'évidemment qu'on se ridiculise. Et je suis désolé, mais le rapport de la Cour des comptes montre très clairement comment, finalement, ils se sont plus souciés de mettre 500 000 € pour essayer de refaire leur salle à manger plutôt que d'essayer de sécuriser vraiment cet endroit. Et Emmanuel Macron, bien entendu, nous parlait du Grand Louvre, il est incapable. Et je suis désolé, même, on est le dimanche matin. Il n'y a pas de travaux le dimanche. Normalement, ça se voit. Il y a une crue, etc. C'est le b.a.-ba. Très bien. Voilà. Non mais c'est bien, vous l'avez précisé. Ça a été relevé ce matin par Eugénie Bastier, qui connaît bien ces questions de wokisme. Et c'est tout simplement ce qu'on connaît outre-Atlantique quand même. Quand Donald Trump est arrivé, il nous a expliqué comment il y avait certaines justement organisations liées à la sécurité où ce qui comptait d'abord, ça pouvait être l'identité de genre, ça pouvait être la couleur de peau, etc. Et à aucun moment, ça n'était les compétences. Et effectivement, dans le monde, le Louvre revendiquait le fait, la directrice revendiquait le fait que un des premiers critères qui avait été mis en avant dans le recrutement de cette directrice de la sécurité qui est directement responsable, c'était d'être une femme. Moi, ça me rappelle cette phrase d'Emmanuel Macron qui disait « J'ai mis de la sécurité partout ». Moi, je pense qu'en janvier dernier, quand il a dû faire cette conférence de presse en disant « Oui, mais je vais m'occuper de la sécurité du Louvre », les malfrats, s'ils ont vu ça, ils ont dit « Ah ben chic !» On n'a qu'à venir. Si c'est Macron qui s'occupe de la sécu, ça va bien passer. Mais parce que c'est un pays, pourquoi ça parle français au-delà du Louvre ? Parce que l'année dernière, c'est 218 000 cambriolages. Qu'on est sur une augmentation des cambriolages et ça parle à tout le monde. Et effectivement, les gens se disent, il y a ceux qui sont privilégiés, ceux qui peuvent être protégés, le Louvre, etc. Alors que nous, on nous oublie. En fait, non, c'est absolument tout le monde. Mais rappelez-vous comment il y a 5 mois, c'était lunaire, on était la risée de tout le monde également. Il y avait un prisonnier qui avait eu le droit d'avoir une visite de musée. Alors déjà, on se disait, tiens, c'est sympa, etc. Et cette personne, pendant la visite du musée, s'était évadée. Donc c'est ça la situation aussi. Aujourd'hui, on peut rentrer tranquillement et on peut ressortir et s'évader peinard. Vous faisiez référence tout à l'heure, mais la directrice du Louvre, elle a refait une salle à manger. On a montré les images tout à l'heure dans Punchline. C'est pour les hôtes très importants qui viendraient visiter le Louvre. On les mettrait ici. C'est combien ? C'est 500 000 €. 500 000 €. Alors peut-être mieux de refaire les vitres, de refaire les fenêtres. Et de mettre des caméras, parce que c'est sûr que leur petit confort, pas de caméra en plus. ça pose absolument aucun problème. Les gens ne le savent pas, mais redites ça, il n'y a pas de caméra dans la galerie Apollon. Oui, il y a près de 25% du Louvre aujourd'hui qui n'a pas de caméra. Et on le sait depuis des mois parce que c'était dans le rapport de la Cour des comptes. Peut-on ne pas avoir de caméra dans la galerie Apollon ? Mais il devrait. Et le PC sécurité du Louvre n'a pas l'image de l'extérieur, c'est-à-dire la fameuse la trottinette que vous aviez là, mais caméra garée au milieu de la rue. La trottinette, c'est une échelle. C'est une échelle. Une échelle. Eh bien, le PC sécurité l'a pas vu. Mais ils servent à quoi ces milliers d'agents ? Moi, je comprends pas. On nous explique toute la journée qu'il y a 1200 agents de sécurité. C'est comme l'État, c'est mal organisé. Qui a un poste de sécurité en permanence. C'est des nuls. Quand même. Mais parce que c'est des nuls en management, ils savent rien organiser. C'est comme aujourd'hui, vous avez de plus en plus de fonctionnaires et pourtant le service public, c'est une catastrophe. C'est pas pour rien, ils sont capables de recruter tout le monde sur une aile du Louvre et de l'autre côté de mettre aucune caméra. Ça, on est habitué depuis le début. La question que je pose maintenant, c'est pourquoi la gauche ne réagit pas ? C'est très facile. Je vais vous prendre un exemple d'un tweet qui a été fait en reprenant Christine Kelly qui partage la couronne. Et donc,
il y a un influenceur d'extrême gauche qui le reprend en disant non, cette couronne n'est absolument pas la fierté de la France. La fierté de la France, c'est d'avoir coupé la tête sous cette couronne. Bien sûr. Voilà, tout est résumé là-dedans. Mais c'est les mêmes qui nous demandent des économies et qui achètent des fauteuils à 40 000 € dans certaines institutions. C'est toujours la même chose. C'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Braun-Pivet, qui nous parle également d'économie et qui est en train quand même d'essayer de détruire une partie de l'Assemblée nationale version authentique pour mettre un truc qui ressemble à un aéroport. C'est ça le problème, c'est que ces gens-là non seulement ne comprennent rien au beau, mais ils savent pas investir là où il faut. Elle n'a pas un budget de 500 000 € sur une cuisine. Faut arrêter. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Louvre. Donc on a parcouru énormément de chemin depuis 2 ans. Et ce qui a changé, évidemment, c'est les familles qui prennent la parole aussi. On a voulu faire taire la mère de Lola. Elle a pris la parole quelques mois plus tard pour dire « j'ai jamais dit pas de récupération politique ». Et maintenant, toutes les familles prennent la parole. Claire Géronimi a pris la parole, la maman de Lola, la maman d'Elias. À noter que c'est souvent la maman de Philippine, c'est souvent les mères qui prennent la parole. Et là, le père de Lola en est mort de chagrin. Il en est mort de chagrin. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Éric Tegner? Parce que ce qui se dit au procès, mais c'est monstrueux. Et c'est quelque chose qui n'aurait pas dû se produire si les OQTF étaient appliqués. Et on voit cette image, d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, de la mère de Lola qui porte un t-shirt avec le dessin du visage de Lola. Et on se souvient comment ce dessin de Lola était devenu finalement l'objet qui représentait soi-disant la récupération de l'extrême droite, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, cette mère de Lola porte un t-shirt à cette effigie. C'est le seul espoir qu'on peut avoir, entre guillemets, pour nos téléspectateurs. C'est qu'effectivement, il y a 2 ans, c'était impossible d'en parler. Il y a 2 ans, c'était France 5 qui faisait ce documentaire sur la fabrique du mensonge, etc. Absolument aberrant. Et je vais vous dire, c'est tellement atroce, moi je trouve atroce tous les récits, etc., de les lire. C'est inimaginable. On fêtait il y a 10 jours, on se rappelle la panthéonisation de Badinter. Là, on est sur un cas très concret où les Français, la question de la peine de mort leur parlerait. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut y revenir. Je suis en train de dire qu'en fait, on est face à quelque chose qu'on a du mal à expliquer, à quel point il y a une extrême violence, à part le fait, en effet, vous l'avez dit Gauthier tout à l'heure, que tout simplement, si l'OQTF avait été appliqué, eh bien, le meurtre n'aurait pas eu lieu. Oui, mais c'est important, la question de la justice derrière qui est donnée, parce que la question de la peine incompressible, c'est quand même ça qui est lié. Quand on a aboli la peine de mort, derrière, on promettait la possibilité d'avoir des peines de réclusion à perpétuité incompressibles. Donc on espère évidemment que derrière, cette personne fera ses 30 ans. Les faits divers relayés à la fin du Canard. On les a tous connus. Puisque c'est par définition divers, c'est pas important. Ouais. Maintenant, même le terme fait divers, le combat culturel a été mené sur cette appellation-là. On parle plus de faits divers, on parle de faits de société. Ça aussi, c'est une victoire remportée. Oui, Éric Tegner. Oui, mais il y a quand même une forteresse en face, parce que Emmanuel Macron, je crois, quand la veuve Comines va le voir, il fait comme s'il ne la connaissait pas. Et quand il y a la loi qui est mise en place, notamment suite à l'appel de la mère d'Elias, le Conseil constitutionnel la censure. Et quand on va commencer à parler de l'immigration, il y a des éléments sur lesquels, mais on n'a vraiment pas avancé. Regardez, sur son profil, elle est venue via un visa de la filière étudiante. Et bien aujourd'hui en France, on est encore là avec des gens qui vont vous dire ah on est contre l'immigration. Et dès qu'on va parler des étudiants, ah non quand même pas. Ah les étudiants, il y en a besoin dans le pays. Ah mais ça, il y en a besoin. C'est-à-dire qu'on est incapable aussi encore d'arriver au moment du détail à comprendre que la filière des étudiants aujourd'hui, c'est également une filière où il y a énormément d'abus, où il y a des profils de gens qui ne repartent pas. On sait rien, oui, il ne se passe rien. Mais là-dessus, on n'a pas... Il y a le nouveau ministre de l'Intérieur qui a dit on va reprendre le dialogue. On va se marrer là. Donc il y a aussi un sujet avec le gouvernement des juges. Parce que c'était en plus un député qui ne pourra plus revenir, puisque refaire une loi, puisque c'était le député Olivier Marleix qui n'est plus de ce monde. Et donc l'un des derniers gestes politiques d'Olivier Marleix, c'était cette loi pour allonger la durée de rétention en CRA. Et ça, c'était une victoire, une petite victoire pour la maman de Philippine. Elle se disait ma fille, voilà, je te mets 5 listes sur ta tombe parce que c'est les 5 vies que tu as sauvées. Et même ça, on lui a enlevé. Et des juges éminemment politiques. Hein, on a vu avec le petit tour Alain Juppé samedi soir, dans quelle époque, où il fait ciao Retailleau, où on sent une sorte de vengeance. Pour faire plaisir à toute la gauche en plateau. Comme une institutionnalisation de l'impuissance, littéralement. Ça, c'est terrible. Et en plus, peut-être juste de souligner la cruauté, j'allais dire même le côté barbare de ces agressions qui se multiplient. C'est que non seulement il y a de la violence, mais il y a aussi des degrés de barbarie qu'on n'avait pas connus. Je vous dirais qu'on observe de plus en plus, malheureusement. Et ce qui est terrible, c'est qu'on ne s'arme pas pour y répondre juridiquement. Vous avez une famille concernée par la hausse d'impôts. Vous ne payez pas l'impôt sur le revenu, vous allez le payer. Et si vous le payez, il va augmenter.
Vous avez un cancer, vous êtes entre 2 chimios, eh ben on va aller vous taxer la moitié du revenu que vous percevez pendant votre chimiothérapie. Apprenti, vous avez 800 €, vous apprenez le métier, eh ben on va vous faire baisser les 800 €. Vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez besoin de vos tickets restaurant pour aller acheter votre sandwich, eh ben on va taxer à 8% le salade tomate oignon que vous allez vous acheter. Ok, chef. Vous avez pas beaucoup, vous avez besoin des chèques cadeaux pour Noël pour acheter un tricycle à votre fils, et ben le tricycle on va lui enlever une roue parce qu'on va prendre 8% du tricycle. Et tout est comme ça, tout est comme ça. C'est pas un budget, c'est une purge. Sauf pour l'immigration. Mais il faut trouver de l'argent ailleurs. Moi, je pense à ces habitants d'une petite ville moyenne de 20 000 habitants, celle de Mantes-la-Jolie. Il y a un quartier qui s'appelle le Val-Fouré. Ce quartier, il est assez pauvre. Vous savez, il y a de la délinquance, du narcotrafic. Ben non, quelle est la nouvelle depuis quelques jours? C'est qu'il va y avoir 1000 mineurs non accompagnés qui vont être installés dans ce quartier. Donc ces 1000 mineurs non accompagnés qui vont faire quand même l'avenir de la France, c'est la raison pour laquelle on investit autant sur eux, parce que vous savez, l'entrepreneur, il faut le taxer parce que, vous savez, il fait pas gagner d'argent au pays, il est vraiment nul, en général, il spolie l'État, etc. Non, il faut investir sur le mineur non accompagné. Combien ça coûte l'installation de ces bungalows pour ces 1000 mineurs non accompagnés? 4 millions d'euros. Voilà, 4 millions d'euros. Imaginez un peu la gabegie financière. Eh bien ça, c'est ce qui se passe sur l'ensemble du territoire français. Les gens se disent, on me taxe à droite et de l'autre côté à gauche, on va installer effectivement des centres d'hébergement parce que maintenant, les mineurs non accompagnés et les clandestins, on n'accepte plus qu'ils soient dans des hôtels. Les hôtels n'étaient pas assez bien, c'était que des 2 étoiles. Donc on va essayer de leur construire des sortes de campus. Et je vous invite à regarder ce qui se passe à Mantes-la-Jolie en ce moment. C'est révoltant. Ils ont un plan, tout est absolument canonissime. Je vous assure, il y a beaucoup de Français qui aimeraient que leur quartier soit rénové de la sorte.